À 11h23, le 19 septembre 1944, le soldat de première classe Walter Kowalski était recroquevillé à l'intérieur de son char M4 Sherman près d'Harcourt, en France, avec 3 Panzer IV allemands qui approchaient à moins de 800 yards. Ses mains tremblaient. Le chargeur avant, lui, avait été tué 2 jours plus tôt, lorsqu'un obus de Panzer avait traversé leur tourelle. Walter était un remplaçant, un mécanicien. Il n'avait chargé que 4 obus d'entraînement dans toute sa vie avant cet instant. À côté de lui, le tireur hurlait quelque chose à propos de la vitesse de rotation de la tourelle. Le chef de char au-dessus criait des coordonnées. Le pilote reculait le Sherman dans une haie. Et Walter, lui, était censé charger l'obus de 75 mm dans la culasse, vite. Il attrapa le premier obus dans le râtelier de prêt au tir, 38 livres d'explosifs à haut pouvoir. Ses mains étaient glissantes de sueur et d'huile. La méthode correcte avait été martelée à chaque chargeur à Fort Knox, saisir l'obus-tête en avant, aligner la base en laiton avec la culasse, l'enfoncer d'un coup sec, se dégager. Toute la séquence prenait 4 secondes si on était bon. 5 si on était nerveux. Walter avait vu des chargeurs expérimentés travailler. Il se plaçait toujours face à la culasse. Mais Walter était gaucher. Et dans l'étroit volume d'une tourelle de Sherman, ça changeait tout. Quand il se tourna pour faire face à la culasse comme on le lui avait appris, son coude gauche heurta violemment l'épaule du tireur. Le tireur le repoussa brutalement. L'obus faillit lui échapper des mains. Le chef de char criait maintenant, paniqué. Les Panzers n'étaient plus qu'à 600 yards. Walter fit alors quelque chose qu'aucun manuel d'instruction ne suggérait. Il tourna le dos à la culasse, tendit le bras derrière lui, cherchant à tâtons l'ouverture avec sa main gauche tandis que sa main droite tenait toujours la base de l'obus. Ses doigts trouvèrent le bord de la culasse. Il guida l'ogive à l'aveugle dans la chambre, en marche arrière, et poussa de toutes ses forces. Le mécanisme accrocha la douille, claqua en se refermant. Le tireur tira sans dire un mot. Le recul projeta de la chaleur et de la fumée brûlante vers l'arrière. Ça brûla la nuque de Walter. Il s'en moquait. Il était déjà en train de saisir l'obus suivant. Même mouvement. Dos tourné. Main gauche qui guide. Main droite qui pousse. 3 secondes. La culasse se referma. Le canon tira. Les oreilles de Walter bourdonnaient. La cordite lui brûlait la gorge. 3e obus. Même méthode à l'envers. 2 secondes et demie. 4e obus. 2 secondes tout rond. La voix du chef de char perça enfin le vacarme, 4 impacts, 4 destructions, 6 minutes de combat. Les chars allemands brûlaient dans un champ à 400 yards de là. L'intérieur du char retomba dans un silence étrange. Walter restait debout, dos toujours tourné à la culasse, les mains noires de résidus de poudre. Le tireur le fixait. Le chef de char descendit de son poste et regarda Walter comme s'il avait 2 têtes. Personne ne chargeait un canon de 75 mm à l'envers. Ça violait tous les protocoles de sécurité, toutes les procédures d'entraînement, tous les manuels écrits depuis 1942. Mais ça avait marché. Et à cet instant précis, Walter comprit quelque chose que les instructeurs de Fort Knox n'avaient jamais envisagé. Ce qui allait se passer ensuite changerait la manière dont tous les équipages de Sherman de la 3e armée chargeraient leurs canons. Le char M4 Sherman dans lequel servait Walter Kowalski n'avait pas été conçu pour affronter les Panzers allemands en duel frontal. Il avait été pensé en 1941 pour soutenir l'infanterie, percer les lignes défensives, être fiable, facile à produire et simple à réparer. L'armée américaine en construisit 49 000 entre 1942 et 1945. C'étaient de bons chars, mais ils n'étaient pas faits pour se mesurer à des Panzers face à face. Le problème, c'était le canon. Le 75 mm du Sherman pouvait percer environ 3 pouces de blindage à 500 yards. Suffisant pour détruire un Panzer III. Pas suffisant pour détruire un Panzer IV de face. Et totalement insuffisant contre un Panther ou un Tigre. Les ingénieurs allemands le savaient. Fin 1943, chaque Panzer sortant des chaînes avait un blindage frontal capable d'arrêter un obus de Sherman à distance de combat. L'avantage du Sherman était censé être la vitesse, la mobilité, le nombre. La doctrine américaine affirmait que 5 Sherman pouvaient submerger un Panzer par la manœuvre et le tir de flanc. Sur le papier, les mathématiques tenaient.
En réalité, cela signifiait que 4 équipages de Sherman mouraient pendant que le 5e essayait de se placer pour tirer sur le flanc. Les équipages appelaient ça le « Death Ratio », le ratio de mort. Pour chaque char allemand détruit en France à l'été 1944, les Alliés perdaient 4 Sherman, parfois 5. À Villers-Bocage en juin, un seul Tiger détruisit 25 chars alliés en 15 minutes. À Goodwood, en juillet, les unités blindées britanniques perdirent 200 Sherman en une seule journée en tentant de percer au sud de Caen. Les équipages connaissaient les probabilités. Tous les tankistes en France avaient vu des Sherman calcinés au bord des routes. Ils avaient tiré des hommes blessés hors des tourelles. Ils avaient regardé des chars exploser lorsque des obus de Panzer faisaient sauter les munitions stockées à l'intérieur. Un impact direct sur la tourelle d'un Sherman tuait presque toujours le chargeur en premier. Il était assis juste à côté du râtelier de prêt au tir, là où 20 obus étaient rangés. Quand ces obus partaient en chaîne, il ne restait rien à enterrer. Les chefs de chars américains essayèrent tout pour rééquilibrer les chances. Ils empilèrent des sacs de sable sur la plaque frontale. Ils soudèrent des maillons de chenilles de rechange sur la tourelle. Certains équipages peignirent leurs chars avec des marquages supplémentaires pour ressembler à des véhicules de commandement, espérant que les Allemands gaspilleraient leurs tirs. Rien de tout cela ne changeait vraiment l'essentiel. Les canons des Sherman ne pouvaient toujours pas percer le blindage frontal des Panzers. Et dans un duel, le char qui tirait en premier gagnait presque toujours. Cela signifiait qu'une chose devenait vitale, la vitesse. La cadence de tir. Une équipe de Sherman capable de charger et tirer plus vite qu'un équipage de Panzer avait une chance. Pas une grande chance. Mais une chance quand même. Le temps standard pour charger un 75 mm de Sherman était de 4 à 5 secondes par coup. Cela incluait saisir l'obus dans leur atelier, se tourner face à la culasse, aligner, enfoncer, se dégager pour laisser le tireur faire feu. Les chargeurs allemands de Panzer IV faisaient à peu près aussi bien. Les équipages de Panther étaient légèrement plus lents, leurs obus étaient plus lourds. Mais le canon du Panther pouvait détruire un Sherman à 2 fois la distance, donc la vitesse comptait moins pour eux. Dans les écoles de chars américaines, on martelait aux chargeurs la méthode standard pendant des semaines. Face à la culasse, 2 mains sur l'obus, poussé droit devant. Ce geste était conçu pour être sûr, répétable, efficace. Il fonctionnait très bien sur un champ de tir à Fort Knox, quand le char ne bougeait pas et que personne ne tirait dessus. Mais il y avait un problème que personne à Fort Knox n'avait envisagé. Qu'est-ce qui se passe quand le chargeur est gaucher? Walter Kowalski était l'un des 3000 chargeurs gauchers de la 3e armée. Personne ne comptait ce chiffre officiellement. À 11h23, le 19 septembre 1944, le soldat de première classe Walter Kowalski était recroquevillé à l'intérieur de son char M4 Sherman près d'Haraucourt, en France, avec 3 Panzer IV allemands qui approchaient à moins de 800 yards. Ses mains tremblaient. Le chargeur avant, lui, avait été tué 2 jours plus tôt, lorsqu'un obus de Panzer avait traversé leur tourelle. Walter était un remplaçant, un mécanicien. Il n'avait chargé que 4 obus d'entraînement dans toute sa vie avant cet instant. À côté de lui, le tireur hurlait quelque chose à propos de la vitesse de rotation de la tourelle. Le chef de char au-dessus criait des coordonnées. Le pilote reculait le Sherman dans une haie. Et Walter, lui, était censé charger l'obus de 75 mm dans la culasse, vite. Il attrapa le premier obus dans leur atelier de prêt au tir, 38 livres d'explosifs à haut pouvoir. Ses mains étaient glissantes de sueur et d'huile. La méthode correcte avait été martelée à chaque chargeur à Fort Knox, saisir l'obus-tête en avant, aligner la base en laiton avec la culasse, l'enfoncer d'un coup sec, se dégager. Toute la séquence prenait 4 secondes si on était bon. 5 si on était nerveux. Walter avait vu des chargeurs expérimentés travailler. Il se plaçait toujours face à la culasse. Mais Walter était gaucher. Et dans l'étroit volume d'une tourelle de Sherman, ça changeait tout. Quand il se tourna pour faire face à la culasse comme on le lui avait appris, son coude gauche heurta violemment l'épaule du tireur. Le tireur le repoussa brutalement. L'obus faillit lui échapper des mains. Le chef de char criait maintenant, paniqué. Les Panzers n'étaient plus qu'à 600 yards. Walter fit alors quelque chose qu'aucun manuel d'instruction ne suggérait. Il tourna le dos à la culasse, tendit le bras derrière lui, cherchant à tâtons l'ouverture avec sa main gauche tandis que sa main droite tenait toujours la base de l'obus. Ses doigts trouvèrent le bord de la culasse.
Il guida l'ogive à l'aveugle dans la chambre, en marche arrière, et poussa de toutes ses forces. Le mécanisme accrocha la douille, claqua en se refermant. Le tireur tira sans dire un mot. Le recul projeta de la chaleur et de la fumée brûlante vers l'arrière. Ça brûla la nuque de Walter. Il s'en moquait. Il était déjà en train de saisir l'obus suivant. Même mouvement. Dos tourné. Main gauche qui guide. Main droite qui pousse. 3 secondes. La culasse se referma. Le canon tira. Les oreilles de Walter bourdonnaient. La cordite lui brûlait la gorge. 3e obus. Même méthode à l'envers. 2 secondes et demie. 4e obus. 2 secondes tout rond. La voix du chef de char perça enfin le vacarme, 4 impacts, 4 destructions, 6 minutes de combat. Les chars allemands brûlaient dans un champ à 400 yards de là. L'intérieur du char retomba dans un silence étrange. Walter restait debout, dos toujours tourné à la culasse, les mains noires de résidus de poudre. Le tireur le fixait. Le chef de char descendit de son poste et regarda Walter comme s'il avait 2 têtes. Personne ne chargeait un canon de 75 mm à l'envers. Ça violait tous les protocoles de sécurité, toutes les procédures d'entraînement, tous les manuels écrits depuis 1942. Mais ça avait marché. Et à cet instant précis, Walter comprit quelque chose que les instructeurs de Fort Knox n'avaient jamais envisagé. Ce qui allait se passer ensuite changerait la manière dont tous les équipages de Sherman de la 3e armée chargeraient leurs canons. Le char M4 Sherman dans lequel servait Walter Kowalski n'avait pas été conçu pour affronter les Panzers allemands en duel frontal. Il avait été pensé en 1941 pour soutenir l'infanterie, percer les lignes défensives, être fiable, facile à produire et simple à réparer. L'armée américaine en construisit 49 000 entre 1942 et 1945. C'étaient de bons chars, mais ils n'étaient pas faits pour se mesurer à des Panzers face à face. Le problème, c'était le canon. Le 75 mm du Sherman pouvait percer environ 3 pouces de blindage à 500 yards. Suffisant pour détruire un Panzer III. Pas suffisant pour détruire un Panzer IV de face. Et totalement insuffisant contre un Panther ou un Tigre. Les ingénieurs allemands le savaient. Fin 1943, chaque Panzer sortant des chaînes avait un blindage frontal capable d'arrêter un obus de Sherman à distance de combat. L'avantage du Sherman était censé être la vitesse, la mobilité, le nombre. La doctrine américaine affirmait que 5 Sherman pouvaient submerger un Panzer par la manœuvre et le tir de flanc. Sur le papier, les mathématiques tenaient. En réalité, cela signifiait que 4 équipages de Sherman mouraient pendant que le 5e essayait de se placer pour tirer sur le flanc. Les équipages appelaient ça le « death ratio », le ratio de mort. Pour chaque char allemand détruit en France à l'été 1944, les Alliés perdaient 4 Sherman, parfois 5. À Villers-Bocage en juin, un seul Tiger détruisit 25 chars alliés en 15 minutes. À Goodwood, en juillet, les unités blindées britanniques perdirent 200 Sherman en une seule journée en tentant de percer au sud de Caen. Les équipages connaissaient les probabilités. Tous les tankistes en France avaient vu des Sherman calcinés au bord des routes. Ils avaient tiré des hommes blessés hors des tourelles. Ils avaient regardé des chars exploser lorsque des obus de Panzer faisaient sauter les munitions stockées à l'intérieur. Un impact direct sur la tourelle d'un Sherman tuait presque toujours le chargeur en premier. Il était assis juste à côté du râtelier de prêt au tir, là où 20 obus étaient rangés. Quand ces obus partaient en chaîne, il ne restait rien à enterrer. Les chefs de chars américains essayèrent tout pour rééquilibrer les chances. Ils empilèrent des sacs de sable sur la plaque frontale. Ils soudèrent des maillons de chenilles de rechange sur la tourelle. Certains équipages peignirent leurs chars avec des marquages supplémentaires pour ressembler à des véhicules de commandement, espérant que les Allemands gaspilleraient leurs tirs. Rien de tout cela ne changeait vraiment l'essentiel. Les canons des Sherman ne pouvaient toujours pas percer le blindage frontal des Panzers. Et dans un duel, le char qui tirait en premier gagnait presque toujours. Cela signifiait qu'une chose devenait vitale, la vitesse. La cadence de tir. Une équipe de Sherman capable de charger et tirer plus vite qu'un équipage de Panzer avait une chance. Pas une grande chance. Mais une chance quand même. Le temps standard pour charger un 75 mm de Sherman était de 4 à 5 secondes par coup. Cela incluait saisir l'obus dans leur atelier, se tourner face à la culasse, aligner,
enfoncer, se dégager pour laisser le tireur faire feu. Les chargeurs allemands de Panzer IV faisaient à peu près aussi bien. Les équipages de Panther étaient légèrement plus lents, leurs obus étaient plus lourds. Mais le canon du Panther pouvait détruire un Sherman à 2 fois la distance, donc la vitesse comptait moins pour eux. Dans les écoles de chars américaines, on martelait aux chargeurs la méthode standard pendant des semaines. Face à la culasse, 2 mains sur l'obus, poussez droit devant. Ce geste était conçu pour être sûr, répétable, efficace. Il fonctionnait très bien sur un champ de tir à Fort Knox, quand le char ne bougeait pas et que personne ne tirait dessus. Mais il y avait un problème que personne à Fort Knox n'avait envisagé. Qu'est-ce qui se passe quand le chargeur est gaucher? Walter Kowalski était l'un des 3000 chargeurs gauchers de la 3e armée. Personne ne comptait ce chiffre officiellement. Pourtant, elle fonctionnait grâce à 3 choses que le manuel n'avait jamais prises en compte: la levrage, l'effet de levier, l'espace et le mouvement naturel. Les chargeurs droitiers étaient formés à mener le mouvement avec la main droite parce que c'était leur main dominante. Logique, sur le papier. Mais dans une tourelle étroite, mener avec la main droite signifiait tordre le buste vers la gauche tout en tendant le bras droit vers la culasse. Le geste était maladroit, peu naturel. Il demandait une coordination consciente. Sous stress, quand l'adrénaline et la peur prenaient le dessus, cette coordination se brisait. Les chargeurs s'en mêlaient, laissaient tomber des obus, perdaient de précieuses secondes. Pour les gauchers, c'était pire encore. On les forçait à mener le mouvement avec leurs mains faibles. Chaque geste allait à l'encontre de leurs instincts naturels. La méthode à l'envers de Walter éliminait ce problème. Il tendait le bras derrière lui avec sa main dominante, la gauche. Le geste était naturel, instinctif. Il ne demandait pas de réflexion consciente. Sous le feu, quand son cerveau hurlait et que ses mains tremblaient, c'était la mémoire musculaire qui prenait le relais. Sa main gauche savait où se trouvait la culasse sans même regarder, pouvait sentir l'ouverture, guider l'obus jusqu'au fond. C'était plus rapide, plus fiable, et cela fonctionnait aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers. Un chargeur droitier pouvait utiliser exactement le même mouvement à l'envers en menant avec sa main droite. La méthode avait un problème. Elle violait toutes les règles de sécurité écrites pour l'emploi des chars Sherman. Et cela signifiait que Walter ne pouvait l'enseigner à personne sans risquer une cour martiale. Le règlement officiel de l'armée pour le tir au char, le manuel technique 9-731A, était très clair sur les procédures de chargement. Les chargeurs devaient toujours faire face à la culasse, maintenir un contact visuel avec l'obus pendant tout le chargement, utiliser les 2 mains de façon coordonnée et se dégager de la trajectoire du recul après le chargement. Tourner le dos à un canon de 75 mm violait ces 4 règles d'un seul coup. Ces règlements existaient pour de bonnes raisons. Un chargeur qui ne voyait pas la culasse pouvait mal aligner l'obus. Un obus mal engagé pouvait bloquer le mécanisme. Une culasse bloquée au combat, c'était un char mort. Le manuel citait 3 cas documentés en Afrique du Nord où des techniques de chargement incorrectes avaient provoqué des explosions de culasse catastrophiques. Dans l'un de ces cas, tout l'équipage avait été tué. Le sergent Miller connaissait les règlements. Il savait aussi que la méthode de Walter fonctionnait. Après l'accrochage du 18 septembre, Miller se retrouva face à un choix: signaler la violation et perdre son meilleur chargeur, ou se taire et gagner des combats. Il se tut. Le 19 septembre, lors de l'engagement qui ouvre cette histoire, l'équipage de Walter détruisit 4 Panzers en 6 minutes grâce à la méthode de chargement à l'envers. Les autres chefs de chars remarquèrent: quand votre bataillon perd 2 chars pour chaque char ennemi détruit, vous faites attention à n'importe quel équipage qui inverse ce ratio. Le 20 septembre, 3 autres chargeurs dans le bataillon essayaient déjà la méthode de Walter. Le 21 septembre, ils étaient 8. Aucun n'avait demandé la permission. Ils avaient simplement commencé à tourner le dos à la culasse au combat et à survivre. Les résultats étaient impossibles à ignorer. Les chars utilisant la méthode à l'envers tiraient 9 à 10 obus par engagement au lieu de 6 ou 7. Ils plaçaient des coups au but avant que les Panzers ne puissent réagir. Les taux de survie des équipages grimpaient. Le ratio de perte de la 4e division blindée passa de 4 runes contre eux à presque 1 rune. Mais la méthode se propageait par des conversations à voix basse et des démonstrations rapides derrière les hangars de maintenance. Aucune note écrite, aucune formation officielle, seulement des chargeurs qui s'enseignaient entre eux une technique pouvant leur valoir une cour martiale si un gradé la surprenait. Le lieutenant-colonel Créton Abrams remarqua:
Abrams commandait le 37e bataillon de chars. Il avait 30 ans et était déjà célèbre pour ses tactiques agressives. C'est lui qui mènerait plus tard la colonne blindée de secours jusqu'à Bastogne. Il deviendrait chef d'état-major de l'armée. Mais en septembre 1944, il était simplement un chef de bataillon qui essayait de garder ses équipages en vie. Le 23 septembre, Abrams observait un exercice d'entraînement lorsqu'il vit l'un de ses chargeurs tourner le dos à la culasse. Le chargeur compléta le mouvement en moins de 3 secondes. Abrams interrompit immédiatement l'exercice, ordonna à l'équipage de descendre du char, exigea des explications. Le sergent Miller s'avança et lui parla de Walter, de la méthode à l'envers, des résultats, des taux de survie. Abrams écouta sans l'interrompre. Quand Miller eut fini, Abrams posa une seule question: « Est-ce que c'est plus efficace que le manuel ?» Miller répondit: « Oui, mon colonel. 2 secondes de moins par obus en moyenne. Meilleure précision sous le feu. Moins d'obus lâchés. Meilleure coordination de l'équipage dans un espace réduit. » Abrams resta silencieux pendant 30 secondes. Tous les tankistes présents observaient, attendant de voir si Miller et Walter allaient être sanctionnés pour avoir violé les règlements. Puis Abrams prit une décision qui allait changer la manière dont les équipages américains se battraient jusqu'à la fin de la guerre. Il ordonna à tous les chargeurs de son bataillon d'apprendre immédiatement la méthode à l'envers. Les manuels ne l'intéressaient pas. Ce qui l'intéressait, c'étaient les ratios de destruction et la survie de ses hommes. Si tourner le dos à un canon de 75 mm gardait ses gars en vie, alors ce serait le nouveau standard. En 48 heures, le 37e bataillon de chars formait chaque nouveau chargeur à la technique de Walter. Abrams fit venir Walter pour qu'il démontre son geste, le fit décomposer le mouvement étape par étape et obligea les chargeurs expérimentés à s'entraîner jusqu'à égaler son temps de 3 secondes. La formation restait informelle. Aucun document écrit, aucune modification officielle des procédures. Juste une instruction pratique qui fonctionnait. Leur temps moyen d'engagement tomba de 12 à 8 minutes. Leur ratio de destruction passa au-dessus de 1h01. Ils perdaient moins de chars, détruisaient plus de panzers, rentraient vivants. Les autres chefs de bataillon de la 4e division blindée le remarquèrent. Ils commencèrent à demander à Abrams ce qu'il faisait de différent. Il leur répondit. Certains adoptèrent la technique immédiatement. D'autres résistèrent. Le manuel restait le manuel. Les règlements existaient pour une raison. Modifier des procédures de terrain sans l'aval du haut commandement, c'était risquer des sanctions. Mais le général George Patton commandait la 3e armée. Et Patton ne se souciait que de 2 choses, la vitesse et les résultats. Quand son état-major lui montra les rapports d'après-combat de la 4e division blindée, Patton posa une seule question. « Pourquoi tous mes chargeurs ne font pas ça ?» Le 7 octobre 1944, Patton visita le QG de la 4e division blindée. Il regarda Walter démontrer la méthode à l'envers, regarda 3 autres chargeurs reproduire le geste, les chronométra lui-même avec son propre chronomètre, 3,0 secondes. 2,8 secondes. 2,9 secondes. Patton se tourna vers son chef d'état-major et donna un ordre direct. Tous les bataillons de chars de la 3e armée adopteraient immédiatement cette méthode de chargement. Tout chef de bataillon qui refuserait serait relevé de ses fonctions. Tout officier qui traduirait un chargeur en cour martiale pour usage de la méthode à l'envers devrait s'expliquer avec Patton en personne. La 3e armée alignait 11 divisions blindées, environ 4000 chars Sherman. En 2 semaines, la méthode de chargement à l'envers était devenue la pratique standard dans toute l'armée. Les officiers d'instruction la démontraient aux nouveaux équipages. Les chargeurs vétérans l'enseignaient aux recrues. La technique se propageait d'un bataillon à l'autre par des canaux officiels, désormais plus par des chuchotements derrière les ateliers. Les résultats étaient mesurables. Entre octobre et décembre 1944, le ratio de perte de chars de la 3e armée passa de 3,2, 1 en défaveur des Américains à 1,4, 1. Les équipages de Sherman détruisaient des chars allemands plus vite que les Allemands ne pouvaient les remplacer. Les taux de survie des équipages augmentèrent de 18%. La méthode à l'envers n'était pas la seule raison, mais c'était un facteur significatif. La 1re armée et la 9e armée suivirent. En janvier 1945, des chargeurs dans tout le théâtre européen tournaient le dos à la culasse. La technique arriva dans le Pacifique en mars.
Les équipages de chars combattant à Okinawa utilisaient la même méthode que Walter avait découverte par hasard en France. L'armée ne modifia jamais officiellement le manuel 9-731A. Les règlements continuaient d'indiquer que le chargeur devait faire face à la culasse. Mais tous les chefs de chars expérimentés savaient. Le manuel, c'était la théorie. La méthode à l'envers, c'était la survie. Quand la guerre se termina en mai 1945, des dizaines de milliers de chargeurs de Sherman avaient utilisé la technique de Walter. Personne ne sait exactement combien de vies elle a sauvées, mais les statistiques suggèrent que c'est considérable. Ce qui arriva à Walter Kowalski résume parfaitement la manière dont l'armée reconnaissait les solutions non conventionnelles. Walter ne reçut aucune médaille pour avoir inventé la méthode de chargement à l'envers. Aucune citation, aucune reconnaissance officielle. L'armée ne décore pas ceux qui violent les règlements, même lorsque ces violations sauvent des vies. Il reçut toutefois une promotion. Le 15 octobre 1944, le sergent Miller recommanda Walter au grade de caporal. La promotion fut acceptée. Walter passa le reste de la guerre comme chargeur au 37e bataillon de chars. Il survécut à 14 autres engagements entre octobre et mai. Son char fut touché 3 fois. Il s'en sortit à chaque fois. Son équipage détruisit 23 chars allemands entre septembre 1944 et mai 1945. Walter chargea chaque obus. Il utilisa la méthode à l'envers à chaque tir. À la fin de la guerre, il pouvait charger un obus de 75 mm en 2,3 secondes, les yeux bandés. Ses mains connaissaient le mouvement tellement bien que la pensée consciente n'était plus nécessaire. Après la guerre, Walter retourna à Détroit, reprit son poste de mécanicien à l'usine Ford River Rouge. Il se maria en 1947, eut 3 enfants, travailla 41 ans chez Ford avant de prendre sa retraite en 1986. Il parlait rarement de la guerre. La plupart des vétérans n'en parlaient pas. Mais la technique qu'il avait inventée continua de sauver des vies longtemps après son retour. Pendant la guerre de Corée, les équipages de chars américains utilisèrent des Sherman modifiés contre les T-34 nord-coréens. Les chargeurs étaient formés à la méthode à l'envers à Fort Knox avant le départ. Les rapports de combat de la première division de marine notèrent que la vitesse des chargeurs était cruciale dans les duels de chars à courte portée autour du périmètre de Pusan. La méthode de Walter donnait un avantage net. Les temps moyens de chargement tournaient autour de 2,8 secondes contre environ 4 secondes pour les chargeurs nord-coréens. Au Vietnam, les derniers Sherman de combat servirent dans l'armée sud-vietnamienne. Les chars étaient dépassés, mais les principes de chargement, non. Les équipages de M48 Patton adaptèrent la méthode à l'envers à leurs canons de 90 mm. Le geste restait le même, tourner le dos, sentir la culasse, pousser l'obus. La physique ne change pas parce que le canon est plus gros. Même après l'arrivée des chargeurs automatiques dans les années 1970, des variantes de la technique de Walter restèrent utiles. Le char M1 Abrams possède un système de chargement semi-automatique, mais le chargeur humain doit toujours manipuler l'obus avant qu'il n'entre dans le mécanisme. À Fort Benning, la formation incluait encore, jusque dans les années 1980, des versions modifiées de la prise inversée. Des instructeurs ayant servi au Vietnam et connaissant la technique de première main la transmettaient à une nouvelle génération. En 1993, un historien militaire étudiant les tactiques de la 4e division blindée tomba sur des références à la méthode de chargement à l'envers dans les rapports d'après-combat. Il remonta la trace de Walter via les registres de vétérans et l'interrogea. Walter confirma l'histoire, précisa que ce n'était rien de spécial, juste quelque chose qu'il avait trouvé quand son épaule était blessée. L'historien publia un article qualifiant cette méthode de l'une des innovations tactiques les plus importantes à avoir émergé des troupes de première ligne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il estima que la technique avait probablement contribué à sauver entre 300 et 500 vies de tankistes américains sur la base de l'amélioration des taux de survie dans les unités qu'il avait adoptées. Cette estimation ne couvrait que le théâtre européen entre octobre 1944 et mai 1945. Elle ne prenait pas en compte la Corée, le Vietnam, ni les décennies de formation qui suivirent. Walter mourut en 2004, à 82 ans. Il fut enterré au cimetière Résurrection, à Clinton Township, dans le Michigan. Son avis de décès mentionnait son service pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne mentionnait pas qu'il avait changé la manière dont les chars américains se battaient. Ses 3 enfants assistèrent aux funérailles. 7 autres hommes étaient là aussi,
tous vétérans, tous anciens chargeurs de chars. Ils avaient appris la technique auprès d'hommes qui l'avaient apprise auprès d'hommes ayant servi avec Walter en France. Aucun d'eux ne l'avait rencontré avant ce jour-là. Ils étaient venus parce qu'ils savaient ce qu'il leur avait donné. La méthode de chargement à l'envers resta la pratique standard pour les chargeurs de chars jusqu'à l'arrivée de systèmes de chargement entièrement automatiques dans les chars de bataille modernes. Même après, les équipages de M48 et M60 continuèrent d'utiliser des variantes de la technique jusque dans les années 1970. Les derniers équipages américains à charger manuellement furent les équipages des premiers M1 Abrams, et eux aussi apprenaient encore une version modifiée de la méthode durant leur formation, tant que l'automatisation n'était pas totale. Aujourd'hui, vous pouvez consulter le dossier de service de Walter aux Archives nationales, à College Park, dans le Maryland. Les documents ne mentionnent nulle part sa technique de chargement. Ils listent simplement son grade, son unité, ses dates de service. Rien de plus. Mais si vous demandez les rapports d'après-combat de la 4e division blindée pour septembre-octobre 1944, vous trouverez des références discrètes à des temps de chargement améliorés et à une plus grande efficacité des équipages. Les rapports n'expliquent pas pourquoi. Ils notent juste les résultats. Au musée Patton de Fort Knox, dans le Kentucky, un M4 Sherman restauré est exposé. L'intérieur est préservé exactement comme en 1944. La position du chargeur, à droite de la tourelle, est étroite, confinée. Quand vous vous tenez là où Walter se tenait, vous comprenez immédiatement pourquoi il s'est tourné. Il n'y avait tout simplement pas la place de faire autrement. La plaque du musée décrit les caractéristiques du Sherman, épaisseur de blindage, calibre du canon, puissance du moteur. Elle mentionne que les équipages américains ont développé des tactiques innovantes pour compenser les désavantages du Sherman face aux chars allemands. Elle ne mentionne pas Walter Kowalski. Ne mentionne pas la méthode de chargement à l'envers. Ne mentionne pas que, parfois, les innovations les plus importantes viennent de gamins de 20 ans, terrorisés, en combinaison maculée d'huile, qui essaient juste de ne pas mourir. C'est comme ça que les guerres se gagnent. Pas seulement par les généraux, les tactiques ou le matériel supérieur, mais par des gens ordinaires qui prennent, sous le feu, des décisions en une fraction de seconde. Par des mécaniciens qui trouvent une meilleure façon de charger un obus. Par des soldats qui brisent les règles quand les règles ne fonctionnent plus. Walter Kowalski ne s'est jamais présenté comme un héros. C'était juste un gamin gaucher de Détroit qui ne pouvait plus utiliser son bras droit et qui a dû trouver une autre manière de faire. Ça lui a sauvé la vie. Et ça en a sauvé des centaines d'autres.